Vous êtes normalien, professeur Bustani, professeur de médecine, neuropharmacologue au CHU de Caen, et vous allez alors nous parler de l'impact du stress sur nos organismes, la question des relations humaines, le stress qui est engendré ou non par les relations humaines, et puis donc le rythme aussi que l'on a, évidemment la résilience, mais l'entreprise. Parce que notre sujet cet après-midi, c'est la résilience, cet élément de rebond Tout à fait. après un trauma, bien sûr, la définition de Boris Cyrulnik, mais c'est la résilience, le rôle des entreprises. La résilience dans l'entreprise, dans ce contexte aujourd'hui évidemment, post-Covid, si l'on peut le dire, alors qu'on n'est pas encore tout à fait fini, et puis dans ce contexte ukrainien aussi, qu'il ne faut pas oublier. Professeur Bustani, je vous en prie, c'est à vous. Merci. Bah, écoutez, bonjour à tous. Je n'ai pas le temps de vous saluer individuellement, mais je pense à vous. J'ai préparé comme stimulation intellectuelle et pour provoquer des questions, une petite série de diapositives sur les facteurs positifs et négatifs qui peuvent induire cette résilience, sachant qu'au niveau des entreprises qui sont extrêmement responsables pour ce sujet, il y a beaucoup de choses à faire et on a eu l'exemple de Sanofi là tout de suite par le biais de son président. Beaucoup sont d'ailleurs conscientes du rôle et de l'efficacité qu'elles peuvent jouer auprès de leur personnel. Et ça, c'est extrêmement important et c'est assez nouveau dans le monde du travail. Naturellement, il y a des marchands du temple qui proposent des formations qui n'ont aucune valeur. Et mon but aujourd'hui, c'est de montrer, grâce à l'imagerie des neurosciences qui me concernent particulièrement, ce qui marche et ce qui ne marche pas, et quelles sont les bases biologiques de ces modifications. Est-ce que vous voyez ma diapositive, là, la première? Oui, c'est impeccable. C'est impeccable. Je passe à la seconde. Est-ce qu'elle est passée? Non. Ça vient, c'est parti. On vous C'est suit. parti. Oui. Alors, le premier point, avant de considérer le bien-être d'un de ses collaborateurs, si on peut intervenir, s'il est dans un bon état psychique, etc., c'est de savoir considérer, et ça c'est assez nouveau, que par le biais de l'épigénétique découverte il y a à peu près 3 décennies, mais mis réellement en fonction il y a une dizaine d'années, on a une barque plus ou moins chargée dans son fonctionnement cérébral par les aléas qui sont arrivés 2-3 générations en amont de la personne que l'on considère. Et ça, en psychiatrie, en psychologie clinique, c'est très important à considérer. D'ailleurs, on a un peu changé l'interrogation dans nos cliniques avec nos patients et on s'intéresse pour certaines maladies qu'on appelait autrefois pénétrance variable et que maintenant on sait c'est des maladies à dépendance épigénétique, le terme est donc plus précis, on s'intéresse à ce qui s'est passé au niveau des grands-parents et ce n'est pas du tout innocent. Et beaucoup de choses se jouent, ce n'est pas Boris qui va vous dire le contraire, dans les 2-3 premières années de vie, voire même la première année de vie, avec le lien avec la mère ou avec les structurants autour de la personne, et ça met en place des contrôles épigénétiques qui ensuite conditionnent tout le développement psychique de l'individu. Et ça, c'est un rôle très important que l'on voit apparaître dans certains comportements. Bon, je vais aller le chercher, hop, comme ça, voilà. On a donc des marqueurs, je ne rentrerai pas dans le détail, sur notre ADN, mais vous allez me dire, mais c'est dramatique, ça veut dire que notre expression de l'ADN, quel qu'il soit, va être jouée différemment suivant les individus. Oui, c'est une adaptation au milieu, ça nous permet de mieux vivre dans un contexte soit de stress, soit au contraire de confort particulier, soit de vivre des adaptations métaboliques en fonction de l'alimentation, etc., etc. Le point important, ce qu'il faut retenir, c'est qu'heureusement, ça n'est pas définitif, ces modifications, et qu'au bout de 2-3 générations, elles sont quasiment effacées. Ça permet une adaptation donc rapide au milieu de vie, à la fois psychique et biologique autour du biotope, mais ça n'est pas définitif. Heureusement, sinon depuis l'âge de Néandertal, tous nos gènes seraient absolument bloqués. Ce point important de contrôle au niveau des gènes, c'est aussi que grâce à des attitudes correctrices autour de l'individu,
on va pouvoir réverser ce marquage épigénétique. Donc l'individu va s'être adapté, entre guillemets, on verra que ce n'est pas toujours le cas, à des conditions stressantes de vie, mais si on change son milieu, on va pouvoir restaurer le fonctionnement psychique normal de l'individu. Donc épigénétique, oui, la barque est chargée, on est avec, oui, sur 2-3 générations, mais on peut quand même modifier les choses. Alors, je vais avancer plus vite. Ces modifications sont parfaitement connues. On a même maintenant des médicaments qui permettent de les effacer, de les réduire, etc. Elles sont extrêmement en jeu, par exemple, dans les cancers, mais elles sont en jeu, on le sait maintenant, dans toutes les adaptations psychiques et dans toutes les souffrances cérébrales, en particulier celles dues au stress et au traumatisme. Elles peuvent être extrêmement rapides, ça c'est un point important. En quelques minutes, les altérations fonctionnelles commencent dû à ces modifications épigénétiques. Alors tout peut marquer, et c'est ça qui est très important dans ces modifications cérébrales épigénétiques, tous les traumatismes de l'enfance, toute l'insécurité des conditions de vie et de naissance, tous les traumatismes, la pollution, pesticides, perturbateurs endocriniens, etc. En particulier, je vois que les diapos passent plus vite que ce que je ne voudrais, tant pis. En particulier, en cas de stress, il faut savoir qu'il existe une balance entre le contrôle frontal que l'on a, un contrôle dit top-down sur le fonctionnement cérébral, entre ce cortex donc frontal et nos noyaux de la base, qui est fondamental et qui est très touché dans le traumatisme et dans le stress. En particulier, les réactions émotives qui sont contrôlées en partie au niveau de l'amygdale sont particulièrement développées dans les conséquences du stress. Ça peut être une adaptation à la sensibilité, à ce qui advient dans le milieu environnant. Le problème, c'est que ça devient d'un niveau de sensibilité pathologique. Et si on regarde le titre de mes diapositives, c'est pas pour faire anglais, hein, c'est simplement que dans ces conférences publiques, il y a parfois des gens qui chipouillent, etc. Donc le titre de mes diapositives sont l'article exact d'où ces diapositives sont tirées. Donc si vous avez moins de problèmes ou si quelque chose vous intéresse, vous vous reportez à ces références. Et ce que je voulais vous dire, c'est que beaucoup de personnes, même après une résilience quasi complète apparemment sur les échelles de psychothérapie, beaucoup de personnes traumatisées portent toujours en elles ce qu'on appelle une cicatrice limbique, c'est-à-dire une hyperréactivité émotionnelle qu'on voit très bien en imagerie fonctionnelle au niveau de l'amygdale. Vous avez à droite, dans l'image en haut à droite, là, l'amygdale qui s'allume et la courbe qui est à droite vous représente, en fonction des événements stressants dans la vie, l'activité qui devient anormale dans cette amygdale. Vous voyez donc ce qu'on appelle cette cicatrice limbique du stress. À l'inverse, toute la mémorisation émotionnelle de la vie qui se passe au niveau de l'hippocampe est atteinte et beaucoup moins fonctionnelle en fonction du nombre d'événements stressants que la personne a vécu dans sa vie. Ça veut dire qu'il existe une adaptation cérébrale qui fait qu'avec des événements égaux, la personne les ressentira, les mémorisera tout à fait différemment. Et ici, dans ce cas-là, de manière pathologique. Alors, ça c'est pour terminer ce chapitre sur l'épigénétique. Donc, on peut dire, et c'est la phrase qui est en bas à droite, qu'on a réellement des fantômes dans nos gènes. Et je vois en médecine du travail, quand un de nos collaborateurs va consulter la médecine du travail pour des problèmes psychiques ou d'intégration dans le groupe ou de relations, on pourrait dire, dans l'organisation des services, et Dieu sait si dans les CHU, c'est courant ces problèmes. C'est parfois même très violent. Hein. Ça, les CHU sont des caricatures. Je ne suis pas sûr que ça se passe comme ça dans les entreprises classiques. Et dans tous les cas, il est très important de revoir le passé épigénétique des gens. Ça, c'est le premier point pour le contrôle de la résilience d'une personne. On ne part pas des mêmes bases suivant les sujets. Le deuxième point, alors l'imagerie. L'imagerie, qu'est-ce qui est très intéressant pour la psychologie clinique, c'est que depuis quelques années, on sait faire de la tractographie. La tractographie,
c'est la mesure du développement de la substance blanche. Et qu'est-ce que c'est cette substance blanche? Ce sont des faisceaux qui relient des hubs dans le cerveau, des lobes qui correspondent à des activations particulières de neurones. Et ce qui compte, on s'aperçoit dans le fonctionnement cérébral, c'est plus que ces hubs eux-mêmes, c'est la connectique qui relie ces paquets de neurones qu'on a l'habitude de voir fonctionner. Et ça, c'est nouveau, ça se mesure grâce à des IRM de haut champ, et ça se mesure donc par tractographie. Et ce qu'il y a eu d'absolument stupéfiant, c'est de pouvoir constater que ces faisceaux de substances blanches se développent comme nos biceps quand on fait des haltères. Et plus vous allez vous servir d'un circuit cérébral, plus ces voies de substances blanches vont devenir des autoroutes de l'information. À l'inverse, si vous ne les utilisez pas, elles régressent. C'est donc quelque chose de très important à considérer pour juger du fonctionnement cérébral biologique de quelqu'un. Alors, actuellement, on classifie le fonctionnement cérébral en gros, en une douzaine de circuits mis en jeu suivant les activités. Par exemple, vous voyez le réseau de perception de l'audition et de compréhension des sons. Le principal qui est très très intéressant, surtout en psychiatrie, c'est ce qu'on appelle le réseau du mode par défaut. Qu'est-ce que c'est que ce réseau? Ce sont les zones d'activité cérébrale qui se mettent en marche quand on vous demande de ne rien faire sous la machine. De ne pas penser, de fermer les yeux, sans bruit. Vous avez un casque anti-bruit qui annule évidemment le bruit de la machine, etc., etc. Et vous laissez votre cerveau divaguer. Et c'est ce réseau-là, c'est une série d'une trentaine de zones bien particulières dans le cerveau, reliées par des réseaux de substances blanches, qui est très très intéressant à étudier dans des cas de circonstances pathologiques et en particulier en cas d'atteinte d'anxiété, de dépression et de traumatisme. Alors ça se fait automatiquement sur la machine. Vous avez en bas l'image des activités corticales, au-dessus les traits de substances blanches. Le tout est relié et ici dans un réseau qui vous est représenté ici en noir et blanc, et on fait des tas de calculs de coactivation de zones, si cette zone-là s'agite, est-ce que l'autre s'agite, etc. Ces zones, on vous les représente ici à droite sur un cercle, et vous avez notre réseau par défaut en haut en rouge, dans le cadran supérieur, ici. Et là, par exemple, c'est une étude qui a été faite pour voir les associations significatives avec les performances cognitives. J'ai fait exprès de prendre ça et de ne pas prendre le stress ou de ne pas prendre la dépression, des choses comme ça, simplement pour vous montrer comment ça marche. On s'aperçoit que par rapport à la norme, à la moyenne des gens, les gens qui ont des performances cognitives supérieures aux autres ont certaines voies qui sont extrêmement développées, vous les avez en rouge ici, entre certaines zones du cerveau, c'est-à-dire ces grands faisceaux sont particulièrement développés, et d'autres, au contraire, sont particulièrement restreints par rapport à la moyenne. C'est-à-dire que pour avoir ces propriétés cognitives, positives donc, il faut avoir des activations dans certains endroits et des inhibitions, des restrictions de développement dans d'autres endroits, qui correspondent peut-être au pouvoir de se concentrer, etc. Je ne vais pas rentrer dans l'interprétation fonctionnelle, on n'a pas le temps aujourd'hui, mais sachez que les modifications qu'on peut voir par psychothérapie se voient exactement sur ce rond-là. Et suivant les types de psychothérapie entrepris après tel ou tel événement stressant, on met en évidence des modifications bien claires de ces voies de substances blanches. Et ça permet en gros, de virer les marchands du temple. Et il y avait des tas de méthodes de relaxation personnelle, etc., qui sont passées à la trappe parce que la neuroimagerie a montré un effet totalement nul. À l'inverse, d'autres, on terminera là-dessus, ont très très bien marché et se sont démontrés tellement efficaces que maintenant, la sécurité sociale a accepté de les rembourser. Je pense par exemple au Qigong et à d'autres yogas. Alors l'anxiété. L'anxiété, c'est le début de tout. Elle est normale au départ.
elle n'est pas pathologique. Le problème, quand elle devient pathologique dans les conditions de travail que peuvent rencontrer certains de nos collaborateurs, c'est que le cerveau s'adapte à cette anxiété en se mettant dans une attitude de spiralisation vers un état pour lequel il va créer une appréhension des événements qui arrivent totalement pathologique. Et ça, on voit très bien cette modification en imagerie, en ce sens que l'amygdale devient hyper réactive. Tout ça, c'est dû aussi à des actions en périphérie qui s'orchestrent par les corticoïdes qui sont libérés par la surrénale et qui créent, en arrivant par l'extérieur vers le cerveau, un contexte de stress qui fait que le cerveau se trouve lui-même inondé par la sécrétion de corticoïdes qu'il a créée et réagit en augmentant les défenses tous azimuts. Et on arrive comme ça à un fonctionnement pathologique du cerveau qui s'appelle la dépression, où les voies sont totalement déséquilibrées. Alors on connaît certains médicaments, évidemment, capables d'agir sur le déséquilibre de ces voies, mais vous savez qu'ils agissent très partiellement. Si on prend les choses tout à fait au départ, par des thérapies à cure courte, on peut bloquer très rapidement les choses à condition de les avoir détectées. Et ça, c'est ce qu'a montré récemment, par exemple, certains travaux de neuroimagerie. Je vais sauter là-dessus. Sachez que chez un déprimé, par exemple, la représentation cérébrale et l'activation de la récompense, il s'agit ici simplement à des gens qui adoraient le chocolat, de leur faire goûter du chocolat. Eh bien, l'activation cérébrale des gens déprimés au chocolat, ça ne va pas leur mettre les papilles en joie. Ça, c'est sûr. On voit la différence entre les contrôles et des déprimés à un stade clinique qui n'est pas pathologique très gravement. Hein. Et on s'aperçoit une différence anédonique énorme. C'est un fonctionnement anormal du cerveau que la neuroimagerie met en évidence et qu'on peut voir comment corriger. Alors, les effets sur le cerveau stressé, on en a déjà parlé. On sait que plus il y a d'événements stressants, plus il y a une atrophie principalement au niveau de ce lobe frontal et qu'il va falloir essayer de voir quelles psychothérapies sont capables de réaméliorer cette disparition neuronale. Hein. C'est quand même une fonte du tissu. Alors, il n'y a pas seulement que les neurones qui disparaissent dans ces différents noyaux, mais ce sont des noyaux extrêmement importants pour la considération du soi, la valeur que l'on attache à soi, en particulier l'insula. C'est gravissime, une fonte de l'insula. Et c'est ce qu'on voit dans les états dépressifs les plus graves, avec une certaine réversion, avec certaines psychothérapies. Alors, si je vous ai montré ça, c'est parce que dès que le cerveau est stressé, il consomme de l'énergie. Et il se met à pédaler à toute vitesse. L'énergie vient des mitochondries. Ces mitochondries ont une certaine capacité à résister au stress et à se mettre à fonctionner. Mais quand elles fonctionnent beaucoup trop vite, d'abord, elles se dupliquent. Vous avez ici des petits ronds jaunes d'ADN mitochondrien qui sont en train de se dupliquer. Mais surtout, au bout d'un moment, les défenses biologiques qu'elles ont contre les radicaux libres, qui sont des radicaux formés par l'hypermétabolisme des mitochondries, font qu'on déclenche une apoptose, c'est ce que vous avez là, et une disparition neuronale. C'est pour ça qu'il ne faut pas laisser quelqu'un souffrir, sinon les dégâts cérébraux ne seront plus réversibles. Donc ça, c'est un point important pour ne pas laisser de délai entre le constat d'un désordre en psychothérapie et l'action psychothérapique que l'on peut entreprendre. Vous avez ici une réaction normale à un stress aigu. Bon, ça fait plein d'énergie, c'est les petites molécules d'ATP. Et les radicaux libres ici, ROS, il y en a très peu, ils sont bien encaissés par les mitochondries. Si le stress devient chronique, là, il y a un dépassement total et la personne, de toute façon, va s'effondrer avec une base biologique à cet effondrement. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement quelque chose de comportemental. En imagerie, on voit très bien une apoptose et des morts cellulaires dans des tas de noyaux. Et ça aboutit à un concept qu'on appelle le stress. Un peu de stress, c'est très bien. Regardez des événements très peu stressants qu'on domine, c'est ce qu'on appelle le stress, c'est la barre bleue. Eh bien, dans les structures fondamentales, un bon contrôle cérébral du comportement de l'individu, avec un petit stress un peu tous les jours,
on s'aperçoit qu'on a un bon développement cérébral, un bon maintien. Si ce stress devient chronique, on peut avoir une perte, et s'il est vraiment sévèrement et chronique dans le temps, on a une fonte de volume qui est importante puisqu'elle atteint presque 20% de ces noyaux fondamentaux pour le fonctionnement cérébral. Donc, il ne faut plus laisser galoper les choses. Quand je vous disais que le cerveau se met en défense tous azimuts, le cerveau stressé augmente les défenses immunitaires. Que ce soit un stress au travail, que ce soit quelqu'un mis au placard, que ce soit un enfant puni, dans tous les cas, les défenses immunitaires, par le biais des hormones, montent au plafond. On se met en DEFCON 5 et on déclenche des maladies auto-immunes. On se ronge réellement de l'intérieur. On se ronge les parois de nos artères, on crée de l'athérome, on crée de l'infarctus du myocarde. On crée du renouvellement tissulaire, limite de Hayflick à 12 à 15 divisions, c'est-à-dire qu'au bout de 12 ou 15 remplacements cellulaires, les gènes lisent des bêtises, c'est ce qui crée le cancer. Et plus on sera en maladie auto-immune et plus on sera stressé, plus on va déclencher des cancers tôt. De même que tous les tissus seront appelés et attaqués par ces défenses immunitaires non ciblées de l'individu, et tous les tissus se remplaceront, mais de moins en moins bien, c'est-à-dire on aura un vieillissement précoce. Donc le stress n'est pas innocent du tout, surtout au travail. Et ça, on le voit très bien dans de l'imagerie. Un simple dosage sanguin, par exemple ici, d'interleukine 6, c'est l'interleukine qui augmente nos défenses immunitaires, ça peut aller jusqu'aux maladies auto-immunes. Eh bien, suivant la qualité du lien maternel, comme vous expliquera Boris, un enfant avec un très mauvais lien maternel se trouve avec des densités presque multipliées par 3 d'interleukine 6. C'est ce qui se passe dans les couples en tension. Je discutais récemment avec Breno, un sexologue connu sur ce sujet. Vous connaissez peut-être le film Le Chat de Signoret et Gabin. C'est des gens qui vont altérer significativement leur durée de vie. Ça, c'est sûr. Les défenses, à partir du moment où elles sont augmentées, elles sont ciblées dans tous les organes. Vous avez des maladies de peau qui apparaissent, des maladies de poumons, de la polyarthrite rhumatoïde même, etc., etc. Donc, s'il faut considérer, c'est attention à ce stress dans tout le lien, à la fois adulte comme enfant. Il faut savoir que plusieurs aphorismes traînent, et ça a été démontré par la neuroimagerie, qu'il faut mieux, en particulier, une bonne injure, quitte à pardonner ensuite après, etc., que le mépris. Et quand on veut vraiment ruiner quelqu'un psychiquement, le mépris, c'est très efficace. En particulier, le mépris des parents envers un enfant, ça peut faire du dégât pire qu'un coup de ceinturon. Et ça, on le voit très bien en neuroimagerie, j'ai sauté la diapo. Le stress dans la petite enfance fait qu'à l'âge adulte, on déclenche des cancers beaucoup plus tôt, avec des raccourcissements de télomères qui se caractérisent par facilement 10 ans de vie en moins. Donc vous voyez que ce n'est pas rien. Et dans tous les cas, les années de vie en moins, eh bien, on perd des années de vie si on a une mauvaise régulation émotionnelle ou un mauvais self-control. Raison de plus pour que les entreprises, quand elles veulent participer au bien-être de leurs collaborateurs, mettent sur pied des méthodes qui permettent d'améliorer, pour ceux qui en ont besoin, le self-control et la régulation émotionnelle. Et c'est toutes ces psychothérapies qu'on voit poindre. Certaines sont efficaces, je vous dis tout de suite, d'autres pas du tout. Ça, on le voit en neuroimagerie. Mais c'est très important parce qu'on y gagne réellement avec une conséquence biologique de ces actions. Donc, ce n'est pas du tout pour le plaisir, comme vous disait le président en présentation, que ces entreprises doivent être concernées par ce fait. C'est simplement parce que ça participe au bien-être, à la longévité et donc à l'efficacité de leurs collaborateurs. C'est Voltaire qui avait dit « J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé ». Sur cette diapositive, je vous résume tous les organes qui bénéficient du bien-être et c'est quelque chose d'énorme. Et ce bien-être se conditionne par une boucle. Ce que je dis me fait faire des actes que ensuite je ressens, que j'analyse et ça conditionne la manière dont je réagis dans la vie. Il faut absolument bien voir qu'une volonté de penser
a une action rétroactive sur la pensée elle-même et se grave dans notre fonctionnement cérébral. Si vous voulez, la méthode Coué, en gros, ça peut marcher. Et ça, c'est important à savoir. Alors, beaucoup d'entreprises mettent sur pied, pour terminer, des problèmes sur l'alimentation et l'exercice. Ça, c'est sûr. Quand on regarde ici les performances en mathématiques en fonction du sport, plus vous faites du sport, plus vous êtes bon en maths, mais ça, il y a longtemps que c'était connu. En fait, l'insuline, on le sait maintenant, est libérée quand on fait du sport, pour la consommation tout simplement de notre glucose dans nos muscles, et cette insuline est un facteur trophique extrêmement important des neurones. Vous avez ici à droite la performance en littérature en fonction de la capacité sportive. C'est la même chose. Donc, bougez-vous dans vos chaussures, vous bougerez et vous augmenterez vos capacités cognitives. Ça, c'est le premier point, et j'avoue que dans mon CHU, comme dans des tas de CHU, maintenant, on a des salles de sport qui sont pleines toute la journée. Les gens s'arrangent pour aller faire du sport pendant le temps de travail, ou la nuit pendant les gardes, etc. Et ça marche très, très bien. Pour confirmer ce que je vous disais, c'est que 44% des protéines qui sont synthétisées quand on fait du sport dans le cerveau sont des protéines en lien direct avec la plasticité cérébrale et la cognition. Donc on ne perd pas son temps à faire du sport. Le dernier point, c'était psychothérapie contre médicaments. Que doivent faire les entreprises? Envoyer la personne, si quelqu'un souffre, auprès du médecin du travail, ou au contraire, envisager des psychothérapies et les offrir à leurs collaborateurs. Il faut bien voir déjà que les médicaments marchent qu'à partir d'un seul moment. Et tout ce qui a été fait dans la modification de nos souvenirs pendant la période du stress et de la dépression ne sera pas altéré par le médicament qui a un effet vers l'avant, c'est-à-dire antérograde. Donc, dans tous les cas, il est beaucoup mieux d'associer médicaments et psychothérapie. Médicaments, s'il y en a absolument besoin. Parfois, une psychothérapie bien prise suffit amplement, que ce soit de la pleine conscience ou d'autres méthodes. Je passe sur l'effet des médicaments. Sachez que c'est les thérapies psychodynamiques qui fonctionnent le mieux. Je voyais là avec notre médecin du travail, beaucoup de choses peuvent être mises en évidence. Voilà ici encore une technique et on voit les voies qui sont développées par cette technique. Ça permet de retirer le bon grain de livret, de trier. C'est les techniques intégratives corps-esprit qui marchent le mieux. Et ce n'est pas très long pour une entreprise, puisqu'il s'agit de training de 2 semaines, 30 minutes par session, pendant 10 jours. Ça fait 5 heures de training au total. C'est tout à fait compatible avec ce qu'on appelle maintenant le DPC. Je suis responsable pour mon CHU du développement professionnel continu. C'est énorme. Et ce sont ces thérapies MBT qui marchent le mieux et à la grande satisfaction de tous les collaborateurs qui les ont entrepris. Il y a quelques yogas qui marchent. Bon, le 9/10e sont à mettre à l'huche. Je suis désolé s'il y a des pratiquants, c'est des pratiquants, des profs de yoga dans la salle. Mais on est là pour on le verra en effet de la salle dans un instant. Clairement. Ce qui marche le mieux, c'est la méditation Kirtan Kriva. Ça, c'est sûr. KKM, parce que comme c'est compliqué, les gens ne connaissent pas les initiales. Et avec de très, très bons résultats, démontrés biochimiquement sur la mise en jeu de gènes de la plasticité cérébrale que vous avez à droite. Et bien sûr, là, c'est des mesures qui ont été faites, par exemple, c'est un scalp avec les électrodes sur le scalp en EEG. Eh bien, parmi les différents trucs testés, vous avez le bouddhisme tibétain, le qigong, le yoga sahaja, l'Ananda Marga Yoga et le Zen. Désolé de vous dire, vous pouvez toujours vous amuser à faire ce que vous voulez, bien sûr, mais si vous voulez réellement des résultats consistants, seuls les deux que vous voyez là, avec plein de traits redéveloppés, remodifiés, c'est-à-dire le Qigong et le Sahaja Yoga, marchent. Les autres, en neuroimagerie, ne montrent rien du tout. Les tests psychométriques n'ont pas montré non plus de grande évolution. Le Qigong marche même tellement bien, je vous rappelle, que la sécurité sociale le rembourse. La dernière diapositive pour terminer, c'est pour dire que pour broyer quelqu'un, on parlait tout à l'heure du mépris, il y a le placard. Être pris comme tête de Turc, ça se produit encore à tous les échelons et à tous les âges. Je le vois tous les jours dans le CHU, parce que les gens viennent me voir pour des formations, etc., en disant « j'en peux plus », etc. C'est assez scandaleux et il faut savoir que les modifications cérébrales commencent dès la 4e minute.
c'est vous dire si c'est extrêmement grave, et c'est dû à un reste du paléolithique. Quelqu'un rejeté par la meute, à l'époque paléolithique, mourait dans les quelques heures ou quelques jours qui suivaient, ou attrapé par un prédateur. Et c'est quelque chose qui fait extrêmement souffrir. Et c'est l'une des grandes voies de traumatologie, on pourrait dire, dans le monde du travail à l'heure actuelle, c'est l'ostracisme. Il faut y faire extrêmement attention. Je ne vous montre pas l'imagerie, mais sachez que les dégâts sont absolument très importants. Voilà. Merci infiniment, professeur. Le lien, j'arrête. Le lien et le sens, donner un sens, sont la loi du vivant et de la bonne santé de nos collaborateurs. Je vous remercie. Mais c'est nous qui vous remercions. Merci de nous rappeler évidemment que l'esprit n'est pas déconnectable du corps, vous m'avez montré du bon stress, du mauvais stress, vous allez peut-être revenir là-dessus si vous voulez bien. Le fait que évidemment du coup le cerveau agresse le corps, et il y a un continuum entre les gestes, les environnements. Évidemment, celui qui nous intéresse, c'est l'entreprise. Donc, entre les gestes nuisibles, vous venez d'en citer un certain nombre, l'ostracisme, la façon aussi pourquoi pas, dès l'enfance, en effet, de retirer la sécurité aux petits. Alors, l'entreprise elle-même, comment vous la voyez, vous, l'entreprise, professeur Bustani, ce lieu, cette communauté, comment doit-elle... Par exemple, il y a la question du manager aujourd'hui, de la hiérarchie. Au regard du stress qu'on a vécu pendant cette crise, comment vous réalisez, vous réagissez et quelles préconisations vous faites à l'univers de l'entreprise ? Eh bien, le président Gillot le disait, il faut donner une perspective aux collaborateurs, quel que soit leur échelon. Si on valorise leur métier, parce qu'il faut se méfier aussi, parfois le petit chef, on en a dans tous les organigrammes de tous les services. Si on réussit au contraire à valoriser la position, le rôle de quelqu'un, et surtout si on donne une perspective, votre action permet qu'il n'y ait pas telle ou telle infection, même faire les poignées de porte bien à l'intérieur, c'est parce que c'est quand on met les doigts à l'intérieur qu'on se contamine, etc. Même la personne, le technicien de surface, comme on dit maintenant pour se foutre de lui, en fait c'est le balayeur, mais bon, ça je suis tout à fait contre ces faux noms de valorisation de poste. Mais donner une perspective en mettant bien quelqu'un à sa place dans l'organigramme et en le responsabilisant, marche très très bien. Et on s'aperçoit que ces gens-là n'ont pas besoin d'aller faire des cures de mindfulness, de pleine conscience, etc., comme tant souffrent et demandent actuellement. Donc ça, c'est la responsabilité des managers, mais ils évoluent beaucoup. De plus en plus, maintenant, c'est le consensus, c'est une équipe. Vous m'avez parlé... La hiérarchie, ça a vécu la hiérarchie, enfin, du moins dans les CHU. Vous m'avez parlé du dialogue et de la justice. Vous m'avez dit que les nouvelles organisations doivent être en tout cas permettre le dialogue, y compris avec son N+2, et puis la justice. Exactement, expliquez-nous ça. C'est ce que je vous disais, oui. C'était pas destiné à être mis au public. Il y a besoin de certains fusibles, de certains shunts. Mais beaucoup de grosses entreprises le respectent ça. Et il y a un certain respect de l'individu qui se met en place. Et un manager, je pense que c'est quelqu'un qui respecte les gens. Ça veut pas, et qui se fait respecter aussi, bien sûr, mais qui respecte avant tout. Et je pense on peut parler d'organisation, mais on ne peut plus parler maintenant de hiérarchie au sens hiérarchique avec quelqu'un qui écrase l'autre. Non. C'est comme ça que je pense qu'il faut voir les choses pour diminuer la charge en psychothérapie de nos entreprises. Parce que la demande est énorme actuellement, surtout avec le retour du Covid. C'est effrayant en ce moment. Alors justement, une question d'Olivier Bogillot, le président de Sanofi France. Plus qu'une question, en fait, un commentaire sur... on est passé vite sur votre dernière diapo, mais le lien et le sens... C'est exactement ce qui a été le moment où moi j'ai pris mes fonctions ici chez Sanofi. J'ai pris mes fonctions le 1er mars il y a 2 ans, donc 15 jours avant le premier confinement. Et ce qui a été important, en tout cas ce que moi j'ai essayé de véhiculer, c'était d'abord le lien, en ayant une communication très régulière avec l'ensemble des collaborateurs sur la situation qu'on vivait. Et d'ailleurs, un lien qui visait aussi à rassurer les collaborateurs qui étaient frappés par l'incertitude qui les concernait eux-mêmes et qui concernait aussi leurs familles, leurs amis, leurs enfants.
Et je me rappelle très bien la première réunion qu'on a eue avec les collaborateurs où je leur ai dit de prendre le temps nécessaire de bien s'installer dans le confinement avant de se remettre dans une position de travail à distance pour être dans une bonne situation. Et puis le sens. Le sens est absolument fondamental aussi parce que vous n'arrivez pas, sans une bonne communication et sans donner les perspectives à vos collaborateurs, à les emmener avec vous. Et ça, je pense que c'est une évolution fondamentale qu'on a dans le management. Je suis assez d'accord avec vous sur le fait que le travail par équipe et le lien hiérarchique, aujourd'hui, sont dépassés par le collectif tiré par le sens. Exactement. Mais avec ça, on va au bout du monde. Vous venez avec le nous, lien alors. et le sens, on va au bout du monde. Alors, qui, ici, dans cette salle, voudrait réagir, commenter ici, monsieur, merci mademoiselle, professeur, donc voilà, présentez-vous d'un mot si vous voulez bien, professeur Bustani, allez-y. Bonjour, Nicolas Pieux, je dirige un fonds d'investissement dédié à la transition énergétique. Merci professeur, c'était vraiment passionnant. Je voudrais faire un lien avec l'économie et vous poser une question. En économie, on a été bercé par les modèles de rationalité classiques et donc qui s'ancrent dans une hypothèse psychologique où tous les agents ont la même hypothèse de rationalité. Ce qui me semble que vous dites avec votre intervention, c'est que justement, nous sommes par nature tous marqués par notre histoire, par notre développement. Or, nous prenons toutes nos décisions sur des modèles qui sont ancrés dans cette rationalité et qui me semblent justement créer énormément de stress et de violence de par les décisions qu'elles induisent in fine dans le monde économique. Est-ce que vous voyez une manière dont on pourrait rapprocher les travaux que vous menez, par exemple, avec des travaux d'économistes? Shafir et Moulaiban l'ont fait sur la bande passante mentale, on l'a vu avec Kahneman et Tversky, etc., sur les biais cognitifs. Mais est-ce que vous avez des liens avec le monde de l'économie et le monde, finalement, de la décision économique ? Au-delà de celui d'aujourd'hui et oui, du siècle de Giverny. Alors, professeur, je vous en prie. Pour ce qui est des travaux directs, non, la neuroimagerie est encore assez coupée de la prise de décision économique. Il y a quelques travaux qui ont été faits en Amérique, mais c'est principalement des travaux qui tournent autour de la morale, ce qui est tout à fait différent, plutôt que la décision et la prise de décision, surtout financière. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a de grandes variations interindividuelles, en particulier hommes-femmes. Vous avez des banques, par exemple, qui, considérant que les femmes sont beaucoup plus subtiles en tant qu'avocates pour les négociations difficiles, n'engagent que, et le disent clairement, n'engagent que des avocates parce que, pour des raisons hormonales et jusqu'à la ménopause, le fonctionnement cérébral, il est très typé, on voit tout à fait l'imprégnation hormonale au niveau du cerveau, fait que les décisions ne vont pas être les mêmes si elles sont prises à fourniture égale d'éléments par un homme ou par une femme. Et ça permet donc de faire jouer les différentes sensibilités. Et je pense que les décisions économiques sont prises quand même par des groupes plus que par un individu quand les conséquences sont énormes. Mais il faut se souvenir, par exemple, que le simple fait de prendre la pilule, c'est-à-dire 50 fois les doses physiologiques d'hormones, change énormément de décisions au niveau du cerveau de la femme. Hein. C'est connu. Change l'humeur aussi, enfin bref. Est-ce qu'il y a une autre intervention ici, quelqu'un qui voudrait compléter ou intervenir, apporter un élément je voudrais... Oui, ici, madame, au second rang, voilà. Merci beaucoup en vous demandant de vous présenter, s'il vous plaît. Oui, bonjour, Hélène Bonnet, je travaille à Sanofi, j'ai la chance de travailler en RSE sous la direction de Frédéric Granado et je pilote un réseau d'écoute et d'accompagnement pour nos collaborateurs qui sont confrontés à un cancer. Voilà, je vous remercie, je suis scientifique au départ, donc je me régale de voir enfin le lien entre la science, l'imagerie et puis la psychologie. J'attends ça depuis des années, c'est extra. Je voulais revenir sur cette notion du sens dont vous nous avez parlé parce que je vois une grande subtilité dans cette notion du sens. Je vais vous faire une citation que je fais souvent. J'ai une amie qui est banquière et à qui on demande régulièrement mais est-ce que tu aimes ton travail? Et elle répond j'aime comment je le fais. Et ce que je veux dire par là, c'est que le sens, c'est le sens pour soi. Je pense qu'on peut être médecin et ne pas trouver de sens à son travail, et qu'on peut être banquière et trouver du sens à son travail. Et ça, j'aimerais vous
entendre là-dessus, parce que c'est quelque chose qui est complexe, parce que souvent, les autres attribuent pour vous le sens que vous devriez apporter à quelque chose. Et il me semble que là, on a quelque chose de très important à voir entre nous pour arriver à donner ce sens aux gens qui leur fait vraiment du bien, fondamentalement, à leur cerveau et donc à leur être. Voilà. J'aurais aimé vous entendre là-dessus. Alors, en général, Merci. merci. En général, au niveau des managériales où vous vous placez, les gens ont un peu le temps de penser à eux, d'avoir pensé à leur position dans la vie. Ils ne sont pas la tête dans le guidon. C'est le propre des cadres de devoir d'ailleurs absolument laisser errer son cerveau pour évaluer ses positions dans la vie. Je pense qu'ils se sont trouvés un sens. Et sinon, dans leur position où ils sont, en général, soit ils changent de métier, soit ils dépriment. C'est très difficile de travailler sans sens. Après, c'est eux qui créent leur environnement de travail. Je pense que chaque cas est particulier. Dans le cas que je vois, quand ça marche mal, on essaie de trouver là où est l'écharpe dans la chaussure, on essaie de trouver la cause. Mais en général, les gens au niveau managérial ont trouvé un sens à leur métier. Personnellement, moi, j'aurais pas fait mon métier sans un sens. Je veux dire, si je n'étais pas content de le faire, c'est pas seulement trouver un sens, c'est être content de le faire. Je dis pas fier, hein, je dis content de le faire, ce qui est tout à fait différent. Et Alors, ça, c'est à voir avec la personne elle-même. Il n'y a pas de recette. professeur Bustani, vous restez avec nous, si Oui. vous le voulez bien.